Oula, comment ça a été ta journée? Pas trop galère avec les patients? Ah si, je suis blasé, je te jure. J'ai vraiment l'impression qu'avec les autres professions, on se comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai, toi, tout à l'heure avec le patient... Pause. Toi, Bienvenue à cette pièce de théâtre. Vous allez assister avec ces deux magnifiques personnages à une petite mise en scène. Je vais me permettre de nous présenter tous les trois. Vous avez accès ici à François Perrin, surnommé le Mastermind, formateur en formation initiale à l'IFMK de l'APHP. Monsieur Grelet, qui est formateur en formation initiale également à l'IFMK de l'APHP, mais qui n'est qu'un faire-valoir, vous verrez. Et moi-même, qui serai du coup l'animateur de cette salle, bien évidemment. Nous sommes tous les trois avec des conflits d'intérêts, et en particulier, nous sommes tous les trois formateurs en formation continue. Et Monsieur Perrin est également coprésident du GI Douleur de la SFP. Sur ce, je vais les laisser reprendre leur petite prestation, et je vous souhaite à tous une bonne séance. j'ai encore ouvert un dossier patient, et ça me saoule. Il y avait encore une fois écrit « kiné, : pas efficace ». Et ça me met hors de moi. C'est quoi le problème pour toi? Enfin, c'est normal que la kiné, ça puisse pas marcher tout le temps. Alors, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, mais il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est, comme tu le sais, avec les patients qu'on voit, nous on est quoi? On est en 3e rideau. Ça veut dire que les patients, ils ont testé plein de trucs avant de finir avec nous, et pour une proportion non négligeable, il y a beaucoup de soins avec de la faible valeur ajoutée. Et moi, ça me saoule d'être associé à ça, que la kiné soit associée à ça. Et l'autre problème, et ça c'est le pire pour moi, c'est que quand tu écris kiné, : inefficace, ou efficace d'ailleurs, tu sous-entends qu'en fait que la kiné c'est un traitement. Et pour moi, la kiné c'est pas un traitement, c'est un métier. Ah oui, je me souviens. Oui, bon, c'était le moment quand on avait parlé, que tu m'avais dit que tu trouvais ça trop réducteur, c'est ça? C'est que, enfin, je comprends, hein, François, vraiment, mais même si tu as envie de valoriser la kiné, mais en fait, quand tu vois tout l'éventail de techniques qui existent, c'est normal qu'on n'y comprenne pas grand-chose, surtout pour un non-kiné. Je veux dire, c'est logique qu'il ait pas pu mettre toutes les nuances, ce médecin. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais si toi et moi, peut-être vous aussi, si toi et moi, on est d'accord pour dire que la kiné, c'est un métier. Dans ce cas-là, pour toi, c'est quoi les traitements en kiné? Pause! François vient de poser une question qui est très très intéressante. Et du coup, j'aimerais aussi vous la poser. Pour vous, quels sont les grands traitements que vous utilisez en kiné? Et je vous donne la parole. Le massage. Oui, c'est un grand traitement de la kiné. Je ne sais pas pourquoi l'audience rigole. Quoi d'autre? Ouais. Les mobilisations. Les mobilisations. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Les étirements. Des étirements, tout à fait. Ouais. L'éducation. Ouais. La communication, vous dites plein de choses qui sont très très intéressantes. L'exercice progressif, j'en prends encore un ou deux. La thérapie manuelle. La thérapie manuelle. Beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, on va essayer de contextualiser un petit peu ça. Vous vous rappelez, François est venu au début en nous disant qu'il y avait une patiente avec qui ça s'était pas très bien passé, ou en tout cas, le médecin avait conclu à une kiné non efficace. Voici cette patiente. Elle a 47 ans, elle est architecte, elle fait un peu de sport dans la semaine, elle a des douleurs antérieures de genoux depuis 18 mois. Ça commence à dater un petit peu, n'est-ce pas? Des sensations de blocage, et surtout, il n'y a pas d'évolution notable. Elle a été voir un médecin, on a prescrit de la kiné, elle a commencé à faire de la kiné il y a 6 mois, et vous voyez, il y a plein de choses qui ont été faites chez ce kiné. Des MTP, des mobilisations, des renforcements, des ondes de choc, etc., etc. Et la radiologie a montré une chondropathie stade 3. Avec ça, elle retourne voir son médecin, et il n'y a pas eu d'amélioration, donc le médecin a conclu kiné pas efficace. Chez elle, quels sont les traitements que vous voudriez mettre en place? Peut-être qui n'ont pas déjà été faits, donc plus spécifiquement. Spécifique à la kiné ou pas? À toi de me dire, est-ce que tu as d'autres choses en tête? Stratégie de modification de comportement. Des stratégies de modification de comportement. D'autres choses?
avez l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites? Ouais. Ah, refaire un bilan peut-être après 6 mois de kiné, ça serait peut-être intéressant, mais c'est du coup pas du traitement. Ouais. Porter un regard sur les articulations sous-jacentes et pas simplement au niveau du genou. Ok, très intéressant, très intéressant. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on leur redonne la parole. Et on se rappelle, on s'est arrêté sur François qui demandait à Raphaël, mais en fait, quels sont les traitements en kiné? Bah, il y en a plein. Le massage, les étirements, le renforcement. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, Enfin, en fait, si je te les fais tous, ça va être trop long. Ok. Alors, je m'en doutais que tu allais aller là-dessus. Si tu devais organiser un peu ça, si tu devais un peu catégoriser ces traitements, selon toi qu'on aurait, comment ça ressemblerait à quoi? Je pense à la semaine dernière. Je dirais que il y a la thérapie manuelle, déjà, avec plein de sous-catégories. Il y a l'exercice, et puis l'éducation. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve un peu classiquement dans la littérature. Tu vois, c'est exactement là où je voulais en venir. Pour moi, ce que tu viens de citer là, c'est pas des traitements. Pour moi, ce que tu me donnes là, c'est des moyens. Et les traitements, c'est les effets que tu vas vouloir induire par ces moyens-là. Là, je suis pas vraiment sûr de te comprendre. Enfin, après, moi, je suis juste qu'un faire-valoir, mais... Ok. L'autre jour, tu m'as parlé d'une patiente là où tu avais voulu de mémoire modifier son chaussage, je crois pour la course, ouais. Notamment parce que tu voulais modifier un peu les contraintes qu'il y avait sur son tendon calcanéen. Je crois qu'elle avait une tendinopathie calcanéenne, tu m'avais dit, il me semble. C'est ça. Bon, et ça pour toi, c'est quoi comme intervention? De l'éducation. Ok. Mais est-ce que c'est la même chose quand tu as des patients qui, par exemple, ont des représentations inadaptées sur la douleur, ou peut-être de la sensibilisation centrale, d'accord, c'est ton texte que tu as réussi à le mettre en évidence, tu fais un topo sur les neurosciences de la douleur, d'accord? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas pareil. C'est de l'éducation aussi, mais c'est de l'éducation aux neurosciences, enfin à la douleur. Ouais. Mais tu comprends bien que là, dans tes deux stratégies d'éducation, c'est tout de même un effet différent. C'est pas du tout le même effet, là. Oui, parce que, oui, quand je fais de l'éducation à la contrainte, à la quantification de stress mécanique, c'est pour moduler les impacts, les contraintes. Et pour la neuroscience à la douleur, c'est plutôt essayer de changer la perception qu'elle a de sa situation. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Ok, c'est pas très clair, j'ai l'impression. Disons, imaginons là, t'as une patiente, tu as voulu lui faire du MTP, d'accord, pour le tendon. Est-ce que ça, l'effet du MTP que tu as voulu mettre en place pour modifier le tendon, tu n'aurais pas pu faire ça avec les ondes de choc, par exemple? Non, on n'en a pas. Non. Ok, on n'en a pas mis. Imagine t'en as, je te l'offre, cadeau, t'en as. C'est vrai? On discute après. Bon, en tout cas, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Oui. D'accord. Enfin, en fait, c'est instrumental, c'est pas tout à fait de la thérapie manuelle. Mais bon, oui, c'est le même effet. Oui, c'est vrai. Voilà, tu te rends bien compte que c'est le même effet. D'accord. Mais juste que c'est la modalité pour induire l'effet qui est différente. On est ok là-dessus? Je t'avoue, tu m'as un peu perdu. Mais bon. Alors, un autre exemple. Après, imaginons, on va faire un parallèle avec le médicament, par exemple. Quand tu vas chez le médecin, d'accord, tu vas chez le médecin parce que tu as l'impression que tu es un peu pris au niveau des bronches, tu as une infection bronchique. C'est quoi les traitements qu'il va te proposer, ce médecin? Justement, le mois dernier, je suis allé voir et il m'a proposé du paracétamol et quoi d'autre et puis des antibiotiques aussi. Ok. J'avais une sale infection bronchique. Ok, donc c'est exactement ça. Donc il t'a proposé un traitement antalgique, il t'a proposé un traitement antipyrétique pour la fièvre et éventuellement un traitement antibiotique, d'accord, pour l'infection bactérienne. Ok. Et c'est seulement une fois qu'il s'est dit, ok, ce patient, il a besoin d'antalgique, d'antipyrétique, d'antibiotique, qu'il s'est demandé, est-ce que M. Grelet, vous préférez une gélugue ou un suppositoire? Ah, il m'a pas proposé le suppositoire. Ouais. Donc, mais
bon, ça c'est les médicaments, je vois l'idée. Mais du coup, en kiné, ça donne quoi? Eh bien, Pause. Encore une très bonne question de la part de Raphaël, n'est-ce pas? En kiné, ça donne quoi? Donc, selon vous, pour la patiente qu'on a eue juste avant, toujours la même patiente qui a été nommée comme inefficace, enfin la kiné a été nommée comme inefficace par le médecin, quels effets vous souhaiteriez rechercher? Quels effets, du coup, vous pourriez essayer de retrouver en tant que kiné pour cette patiente-là? La modulation de symptômes, pour être un effet. Ouais. Il faudrait déjà savoir c'est quoi ses objectifs. Si son objectif c'est de rendre la peau si elle va faire d'activité ou si justement c'est la douleur qui l'embête, il faudrait déjà. Alors c'est sûr que ces objectifs vont jouer, mais tu as forcément une idée des effets que tu vas vouloir obtenir chez elle. Peu importe ces objectifs. Oui, si sa cause principale c'est la douleur, effectivement j'ai travaillé sur la douleur. Donc on pourrait avoir un effet par exemple antalgique, à retrouver, enfin à chercher chez elle. Quoi d'autre? Ouais. Peut-être un effet sur ses croyances, si jamais il y a des croyances qui sont en inadéquation avec notre comportement. Donc un effet comportemental, en tout cas on peut rechercher un effet comportemental. Ok. Quoi d'autre encore? Ouais. Ok. Donc là on commence à remélanger un peu effet et traitement qu'on va vouloir mettre en place. L'effet que tu veux c'est du gain d'amplitude peut-être? Ou de la modification tissulaire? Ouais, une dernière? Ok, une augmentation de l'auto-efficacité aussi, donc ce qui serait peut-être sur un effet psychologique sur cette patiente-là. C'est très intéressant. Du coup, de manière générale, si on devait dire tous les effets qu'un kiné pourrait avoir, on va se restreindre au champ musculo-squelettique, qu'est-ce que ça serait selon vous? Quels effets un kiné pourrait viser chez n'importe quel patient? Ouais? Gestion de charge. Effet sur la charge, intéressant. Ouais. Des effets sur le tissu directement, pour l'adaptation tissulaire, très intéressant aussi. C'est qui? Où est-ce que ça va parler? Ouais. Des effets donc comportementaux, clairement, on va pouvoir probablement rechercher aussi des effets comportementaux. Ouais. Sur les symptômes. Des effets sur les symptômes, après ça dépend de quel type de symptômes, mais j'imagine si c'est de la douleur, bah, des effets antalgiques, clairement. Hein. Le massage avait été un des premiers trucs mentionnés, on ne peut pas remettre en question les effets antalgiques du massage. Ouais. Des effets sur la participation dans la vie quotidienne. Ok, des effets du coup qui seront encore plutôt comportementaux, dans ce que si tu es d'accord avec ce que je propose. Ok, je vais en prendre un dernier, ouais. Pardon, répète. Donc des effets biologiques, des effets psychologiques et des effets sociaux. C'est intéressant, peut-être un peu large comme catégorie, on pourrait peut-être avoir des trucs plus précis. Et du coup, je vais leur rendre la parole pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils en pensent. bon, regarde, dans ton exemple, d'accord? Toi, ce que tu vas avoir, c'est une adaptation du tissu, du tendon de ta patiente. Ok. Oui. Et ça, tu vas pouvoir l'obtenir, eh ben, en fait, avec différents moyens. Tu peux obtenir ça en mettant de la contrainte avec la thérapie manuelle. Tu peux obtenir ça en lui faisant faire un exercice qui va mettre aussi lui de la contrainte sur le tendon, d'accord, mais à répéter. Et on pourrait même imaginer, tu peux le faire aussi d'ailleurs de manière instrumentale avec les ondes de choc, ok, pourquoi pas. Et on pourrait même imaginer que bah, si tu apprends à ta patiente au final à bien gérer ses activités de manière autonome, et en fait avec cette action éducative, elle va elle-même par son comportement au final adapter son tissu. Oui. Oui, comme le suppôt ou les pilules, au final, c'est un antidouleur. Exactement. Et dans le cas, tu vas peut-être aussi vouloir avoir aussi un effet de désensibilisation sur le système de la douleur. D'accord? Et ça aussi, tu peux passer à la fois par la thérapie manuelle, du MTP si tu veux, avec des effets à court terme, mais aussi par l'activité physique générale, et aussi des fois avec l'éducation, une recherche de la douleur, par exemple. Ok? Et donc ça, si je prends l'exemple du muscle, parce que c'est peut-être un peu plus facile que sur le tendon. Okay, bah, au final, le muscle, je peux vouloir développer différentes fonctionnalités derrière lui. Je peux vouloir augmenter sa trophicité en créant davantage de tissu. Je peux pouvoir augmenter ses capacités contractiles en développant sa capacité à produire de la force, sa capacité à être explosif, sa capacité à être flexible. Okay, et ça, je peux aussi bien l'induire avec des exercices qu'avec de la thérapie manuelle, qu'avec peut-être de l'éducation, après peut-être avec des tailles d'effets plus ou moins différentes entre ces différentes choses-là. Oui, je vois. Ok, et on pourrait aussi partir des moyens, c'est que là on a vu au final comment est-ce que je pouvais sur l'effet de modification de mon tissu avoir différents moyens pour l'obtenir. Je
Je peux aussi dire que tel moyen, par exemple l'exercice physique, il peut me permettre de gagner en force, de faire un effet antidouleur, de peut-être de manière répétée avoir un effet, pourquoi pas, anti-inflammatoire. Enfin, en fait, voilà, ça marche dans les deux sens. Ouais, je vois. C'est quand même plus clair. Et après, enfin, je peux te donner un exemple? Ouais, sûr. Donc l'activité physique, ça peut avoir comme effet donc une adaptation cardiovasculaire, un effet antidouleur, un effet antalgique du coup, un effet sur le sentiment d'auto-efficacité, sur évidemment l'hypertrophie des tissus. C'est ça un peu ce que tu veux dire? Ouais, c'est exactement ça. D'accord? Et c'est ça, en fait, moi, qui me met hors de moi. C'est qu'effectivement, on a trop tendance à confondre les moyens d'obtenir un effet que les effets eux-mêmes, qui sont le cœur de nos traitements. Ouais, ça me parle. Mais il y a quelque chose qui recense tous ces effets-là et qui met des liens entre les moyens et les effets? Eh ben, écoute, à ma connaissance, non. Moi, j'ai rien trouvé en littérature par rapport à ça. Mais je t'avoue que j'ai réfléchi un petit peu moi-même. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir les deux acteurs. Donc vous avez observé des années de cours Florent. Pour ceci fait le cas, c'est un gros budget. Hop. Et du coup, oui, bien. Donc vous avez compris que la thèse qu'on défend ici, c'est l'idée un petit peu de recentrer notre réflexion sur non pas les moyens qui sont à notre disposition, mais sur les effets physiologiques recherchés, d'accord, qui sont pour nous le point de départ avant de réfléchir aux moyens. Comme on l'a fait collectivement, comme vous l'avez fait avec Pierre-Loup, et comme vous avez pu le voir dans la discussion simulée ici, d'accord, le point de départ, c'est de se dire effectivement quels sont nos moyens. Alors pour ça, en fait, on essaie de créer ce qu'on appelle une taxonomie. Alors taxonomie, c'est un terme un peu barbare. Retenez que c'est juste une manière d'ordonner, de classifier, de catégoriser. Et là, on s'est focusé sur les moyens. Alors, on n'a pas inventé l'eau chaude, ok? Comme ça a été dit. Quand on retrouve dans la littérature, c'est même vous aussi qui l'avez dit, tout comme la littérature, on trouve les 4 grandes catégories, la thérapie manuelle, les exercices, l'éducation, et puis on peut ajouter aussi les agents physiques au sens large. Il faut comprendre l'électrothérapie, le choc, n'ayons pas peur des gros mots aussi, les champs électromagnétiques, etc., les lasers. Ça fait partie des outils qu'on a accès. Après, il faut les utiliser, c'est un autre débat. En réalité, là, vous avez bien vu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on voulait vraiment modéliser, alors pas l'ensemble, mais les principaux moyens qu'on a d'interagir, ça ressemblerait beaucoup plus à ça. D'accord? Vous vous rendez bien compte, faut pas retenir, que c'était un niveau de complexité qui était inatteignable sur une conférence comme ça. On a volontairement un petit peu simplifié. Mais soyons un peu consensuels et que c'est à peu près ça la variabilité qu'on peut avoir des moyens d'action et comment est-ce qu'on pourrait les organiser. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est posé la même question sur les effets physiologiques qu'on peut induire avec les moyens-là. Si on s'amuse à prendre tous les moyens de la taxonomie à différents niveaux hiérarchiques de cette taxonomie-là, et qu'on essaye eux-mêmes de les organiser, ces effets-là, on pourrait trouver 5 grosses boîtes. Alors attention, si j'étais transparent avec vous, initialement, le projet, c'était pas que nous, dans notre coin, comme 3 Pecno, on s'amuse à faire ça. Parce que la validité d'un truc pareil, elle peut poser énormément de questions. Le projet initial, et d'ailleurs qui n'est pas complètement supprimé aujourd'hui, c'était de produire cette taxonomie des effets physiologiques via une étude Delphi avec un panel d'experts, à la fois d'experts cliniques et d'experts en sciences de l'éducation. On verra après pourquoi. Et que ça, pour des raisons entre guillemets de temps, on n'a pas réussi à inventer les journées de 36 heures. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le lancer. Donc, comme j'étais impatient, mais j'en avais marre, ça faisait 1 an et demi que je voulais faire ça, c'est pas grave, on va faire tout ça dans notre coin pour voir à quoi ça ressemblerait déjà. Et donc du coup, on a identifié ces 5 grosses boîtes, d'accord, l'antalgie, les effets psychocorporels, la régulation systémique, d'accord, l'adaptation tissulaire et les effets psychocomportementaux. Encore une fois, ça ce sont les grosses boîtes. Si j'étais complètement honnête avec vous, ça ressemblerait plutôt à ça. Encore une fois, on est sur un niveau de complexité qui me paraît
pas atteignable sur une conférence d'1 heure comme ça aussi fait calme. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on va balayer une de ces boîtes, d'accord, qui est la boîte, d'accord, hop, de l'antalgie. Parce que ce qu'on a fait, pour être plus précis avec vous, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle une ontologie. Qui a déjà entendu parler du terme de ontologie? Une grosse minorité. D'accord. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'il fallait utiliser un terme un peu plus explicite. On a fait un mapping. C'est qu'on a pris en fait la première taxonomie, celle des moyens, avec tous les niveaux hiérarchiques, et on l'a croisée avec celle des effets, avec tous les niveaux hiérarchiques. Et on s'est intéressé au niveau de preuve le plus élevé qu'il y avait sur un lien entre un moyen et un effet associé. Et ça avec toutes les combinaisons possibles. Donc ça fait un niveau de croisement assez important, vous vous rendez compte. Idéalement, d'accord, le projet initial, si je vais être transparent avec vous encore une fois, c'était non seulement de s'intéresser au plus haut niveau de preuve possible, qui permettait de justifier un couple moyen-effet, mais aussi de s'intéresser à la qualité méthodologique de ce niveau de preuve, et aussi s'intéresser à la taille de l'effet derrière. Mais là, vous vous rendez compte que c'est un gros travail, et pareil, c'est un niveau de complexité élevé, donc là, pour l'instant, on va uniquement s'intéresser au plus haut niveau de preuve, d'accord, sur ces couples associés effet moyen. L'intégration spinale de ces afférences sélectives et également la modulation du traitement cortical de ces afférences-là. Okay.
Si on s'intéresse à ce niveau hiérarchique-là, okay, grosso modo, voici les différents moyens et leur niveau de preuve. Donc, la modulation d'inférence susceptible, c'est principalement avec l'immobilisation et la manipulation articulaire. Secondairement, effectivement, au niveau de l'exercice. On aurait pu aussi ajouter, d'ailleurs, je pense, la technique du sumo, je ne sais pas pourquoi c'est pas apparu. Au niveau de l'intégration spinale, c'est les lobes articulaires et les manipulations articulaires. Okay. Et au niveau de la modulation corticale, sans grande surprise, on va retrouver sortir des interactions qui sont plutôt en lien avec des techniques éducatives, notamment, mais aussi avec de l'exercice. Okay. Mais c'est pas fini, parce que vous avez vu qu'au final, la taxonomie des effets physiologiques a été relativement complexe. Si on s'intéresse au sous-niveau, d'accord, d'ergotalgie, au niveau de modulation et de traitement cortical, on peut trouver deux sous-catégories, à savoir l'activation et l'inhibition descendante, et également la modulation cognitivo-affective. C'est qu'une proposition, encore une fois, c'est tout est discutable. Si on s'intéresse à ces deux sous-niveaux, on va y arriver, hop, ce qu'on va retrouver, ça va être l'exercice pour l'activation et l'inhibition descendante, okay, et la modulation cognitivo-affective au niveau des stratégies principalement éducatives, d'accord, et ou informationnelles. Okay. Mais je vous l'ai dit, c'est complexe cette taxonomie, il y a encore des sous-niveaux. Hop, si on continue comme ça, on pourrait séparer l'activation et l'inhibition descendante entre la modification de la signification du signal et une réduction de la menace perçue. Et si on s'intéresse à ce niveau hiérarchique-là d'effets induits, okay, on pourra retrouver effectivement les techniques principalement éducationnelles, donc qui sont ici assez similaires. Okay. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle en fait, ce qu'on pourra appeler une ontologie, ces croisements, ce mapping qu'on a fait là entre ces deux taxonomies appliquées au niveau hiérarchique. Alors derrière, on peut dire c'est bien beau, mais il ne faut pas que ça reste uniquement de la branlette intellectuelle. D'accord, il ne s'agit pas juste de rendre les choses complexes pour le simple plaisir de savoir et de paraître intelligent. Et c'est de poser la question, mais concrètement, qu'est-ce que ça changerait? C'est hypothétique, d'accord, notamment en termes de raisonnement. L'idée, c'est que, avant de s'intéresser aux moyens, c'est que ça permet d'expliciter l'intention, d'accord, au niveau thérapeutique, d'accord. C'est-à-dire que la finalité, ce n'est plus la technique, mais c'est bien l'effet qu'on veut induire. Okay, et ça change beaucoup de choses en termes de posture intellectuelle. Ça intègre également quelque chose que quasiment tous les cliniciens ont intégré à minima de manière implicite, que un même moyen peut produire plusieurs effets, okay, et qu'un même effet peut être produit, d'accord, par plusieurs moyens. Et ça, je pense que tout le monde l'avait intégré. Et encore une fois, on n'a pas inventé l'eau chaude. La seule différence, c'est qu'il a priori le postulat de départ. L'idée, c'est que le raisonnement, d'accord, part et commence avant tout par l'effet qu'on va induire chez notre patient. Maintenant, au niveau de la lecture des preuves, que ça peut changer. C'est qui, c'est qu'on va maintenant plutôt lire les preuves, non pas pour savoir quelle est la meilleure technique, pas pour savoir quel est le meilleur moyen, mais au final, pour savoir effectivement identifier l'effet visé dans une situation donnée. Et du coup, le moyen, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la taille de l'effet qu'il va induire. Et là, ce sera important, parce que du coup, ce sera avec le patient qu'on discutera quel est le meilleur moyen pour induire l'effet qu'on aura potentiellement identifié. Donc l'idée, c'est de vraiment sortir du débat de qui est la plus grosse, de sortir qui est la meilleure technique, de sortir de la méthode, okay, et de également pouvoir du coup parler des résultats en termes de mécanisme. L'autre chose importante, c'est surtout sur la décision clinique. Parce qu'en fait, l'hypothèse qu'on a, parce que pour pouvoir le prouver, encore faut-il le concevoir et l'appliquer et voir si ça change quelque chose, les deux hypothèses que nous on émet, c'est que raisonner ainsi permet à minima de faciliter les apprentissages, et peut-être que du coup le travail un peu autonome qu'on a fait de redigestion de nos apports, c'est-à-dire qu'un même effet peut être induit par plusieurs techniques et qu'une technique induit plusieurs effets, que ça soit plus facilement accessible pour les apprenants. L'autre hypothèse qu'on émet, c'est que raisonner comme ça peut amener à des modifications de prise de décision par les cliniciens. Et du coup, indirectement, ça va impacter la qualité des soins et potentiellement la trajectoire des patients. On peut expliquer sa décision, on peut la modifier si nécessaire, et là où ça me paraît important, c'est que ça devient aussi potentiellement, c'est que le potentiel, encore une fois, plus simple d'échanger de manière interprofessionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà, enfin certains d'entre vous c'est sûr que oui, eu l'occasion de discuter avec des médecins, par exemple. Quand vous commencez à leur parler effectivement de vos techniques, pour eux ça leur évoque pas grand-chose.
Demain, si on était en capacité, donc il y a quand même beaucoup d'hypothèses conditionnelles, mais si demain on était en capacité d'amener ces discussions-là par rapport aux effets qu'on veut induire, indépendamment de savoir si le médecin il veut faire une gélule, un suppôt, une perf ou une pommade, potentiellement ça pourrait nous permettre de parler le même langage. Et ça pour moi, c'est capital. Donc, s'il fallait que vous reteniez 3 choses importantes, c'est simplement ce triptyque-là. Ce que je vous propose, c'est en conscience, avant de vous dire « tiens, je vais le mobiliser, etc. », c'est poser-vous la question « quel effet je vais induire dans une situation donnée ?» Est-ce que mon patient, dans l'instant T, est-ce qu'il a besoin, au final, d'antidouleur? Est-ce qu'il a besoin d'une régulation systémique avec une action anti-inflammatoire, par exemple? Est-ce qu'il a besoin d'une modification, d'une adaptation tissulaire, d'une modification comportementale? Posez-vous ces questions-là. Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, avec le patient, discutez de quels sont les meilleurs moyens d'obtenir ces effets-là. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, on va peut-être commencer à manquer de niveau de preuve sur le questionnement, notamment quand on va s'intéresser à la taille des effets. Mais avant tout, ce qu'on essaye de proposer là, et les hypothèses qu'on émet, c'est surtout sur un changement de posture intellectuelle. Et après, avec le temps, le travail de recherche fera la suite. Hop. On vous remercie chaleureusement par rapport à ça, et ça peut vous paraître un petit peu court, c'est complètement volontaire. Okay. C'est aussi parce que là, ce qu'on a proposé, c'est 3 pecnos qui, dans leur chapeau, ont essayé de concevoir ça. Et on avait envie de pouvoir soumettre à votre jugement exigeant, pointilleux et précis. D'accord, cette taxonomie-là, pour discuter ensemble du champ des possibles, à quel point ça résonne pour vous, et ce avec quoi vous êtes confortable collectivement, ce avec quoi vous pourrez dire, mais non, ils ont dit des grosses dingueries, ces 3 oiseaux-là. Okay. Donc, merci à vous d'avoir suivi ça, et hâte d'en discuter avec vous. On va pencher la taxonomie, ça dérange par le continu avec le confiné. Je pense pas. Ouais, Salut, merci pour cette intervention, je trouve ça intéressant comme conceptualisation. Et je voulais savoir que vous parlez d'antalgique. Vous parlez de l'antalgique de court terme, de long terme, ce genre de choses, parce que ça... Il y a plusieurs choses qui... J'ai l'impression que c'est plus de court terme que ce que vous proposez dans la taxonomie, mais peut-être que je me trompe. On a, entre guillemets, volontairement pas voulu catégoriser par rapport à ça, à titre personnel, donc moi c'est une opinion. C'est compliqué, entre guillemets, d'induire la temporalité là-dedans. Et pour moi, je vois plus facilement représenter la durée de ces effets-là en lien avec la taille de l'effet, plutôt que le matérialiser dans la taxonomie. Si on continue, si on développe un peu la comparaison avec les médicaments, en fait, on peut faire des taxonomies sur plein de critères différents. En fait, on aurait pu s'amuser à faire la même chose aussi par rapport à justement la durée de ces effets induits-là. En tout cas, pour l'instant, c'est un niveau de complexité, on n'a pas trouvé de solution pour l'intégrer. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Je peux ajouter un truc. Et si j'ajoute quelque chose, en fait, que ce soit à court terme ou à long terme, l'effet antalgique restera le fait d'avoir un effet antalgique. C'est juste que les moyens que tu vas choisir d'utiliser avec ce patient-là à ce moment-là seront pas du tout les mêmes. Dans la taxonomie des moyens, il y aura des trucs de court terme et de long terme. Merci pour la présentation. Moi, ma question aussi qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que là, on ne cherche pas plutôt à traiter la conséquence sans pour autant pouvoir identifier la cause de, par exemple, la douleur? Parce que on vous avait montré qu'il y avait plein de moyens pour traiter justement la douleur. Donc, on cherche tous les moyens qui vont pouvoir réduire cette douleur, qui vont être antalgiques. Mais est-ce que ces moyens qui ont l'air d'avoir quand même, qui sont
Il s'agit pas, le but, c'est pas de créer un algorithme qui va dire telle situation, je fais ça. L'idée, c'est de dire, ok, je veux. En fait, ça reste toi qui es décisionnaire. Et après, est-ce que c'est la cause de s'adapter aux patients, ça restera à toi de le voir. D'accord. Et j'ai l'impression que c'était dans ce sens-là que vous êtes question. Si je peux me permettre de compléter, chez les médecins aussi, il y a des traitements symptomatiques et des traitements étiologiques. Et donc nous, effectivement, sur le moment, on va avoir de l'antalgie, mais on sait que c'est l'hypertrophie du tissu qui va permettre de résoudre le problème de fond. Voilà. Et tout ça, ça enlève rien au fait que toi, quand tu choisis ton intervention, c'est suite au développement d'une représentation du problème avec, voilà, tu as un tableau clinique, la personne est motivée, la personne est âgée, la personne a telle contrainte, et du coup, ça fait un peu des pièces de puzzle, et à la fin, je mets cette pièce de puzzle là, parce que c'est cette modalité qui va convenir. Mais, voilà, ça change rien au raisonnement clinique, mais l'idée, c'est ça clarifie dans la tête, et ça facilite la communication. Parce qu'en fait, pour filer ça, théoriquement, l'objectif, c'est de réussir à régler le problème avec le moins d'intervention possible. Et du coup, ça peut être une aide à trouver au final la modalité qui va combiner tous les effets que je veux induire. Plutôt que justement avoir un abord trop symptomatique, ou un symptôme, une intervention. Merci. Moi j'ai une question, c'est parce que de ce que j'ai compris, du coup, toute cette taxonomie, ça permet surtout une communication un peu universelle d'un point de vue de la santé et qu'on puisse se comprendre avec d'autres professionnels de santé en leur expliquant, voilà, je ne vais pas faire tel exercice, mais en gros, ce que je cherche, c'est diminuer ces douleurs. Et moi, ma question, c'est pas vraiment par rapport à ça, parce que je trouve ça très intéressant, mais c'est comment est-ce que vous prévoyez de le promouvoir, que ce soit dans le voie du coup à décliner, mais on voit bien encore des médecins qui nous parlent de couturier ou qui nous parlent dans des anciennes nomenclatures parce que il y a toujours un petit biais, une petite distance avec la communication qui peut se faire avec les professionnels de santé. Merci pour cette question, parce qu'effectivement c'est tout l'enjeu. Je dirais que le niveau 0 de promouvoir, c'est déjà se mettre là tout nu devant vous. Alors c'est un tout nu métaphorique. D'accord. En 2026. Tu l'aurais fait il y a 10 ans, c'est ça? Ah écoute, il faudra remonter dans le temps pour savoir. Peut-être quand j'étais étudiant, je ne sais pas. Donc c'est le premier niveau. En fait, parce que pour l'instant, effectivement, est-ce que c'est vraiment une épiphanie qu'on a eue, ou est-ce que c'est une lubie de 3 gars dans leur coin, etc. Donc, la première étape, c'est de voir, quand on discute de ça, avec des gens qui n'ont absolument aucun intérêt à nous caresser dans le sens du poil, est-ce que ça résonne? Ça, c'est le premier niveau. Et après, si on se rend compte que ça résonne, et ben, ça peut être de faire justement cette étude Delphi dont on parlait tout à l'heure. Voir effectivement qu'est-ce qu'on arrive à produire collectivement. Et après, si vraiment ça fait sens, faire évoluer les pratiques à l'échelle d'une profession, ça prend des générations. Donc on va être transparent. A priori, je serais mort, si dans une hypothèse, d'accord, que vraiment ça soit un gros banger, je serais mort avant que ça soit consensuel. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais c'est déjà étudier, voir si c'est de la place, et intégrer peut-être en formation initiale, parce qu'il y a vraiment ces deux hypothèses-là. Ça peut être peut-être pas un gros déterminant sur les trajectoires de soins, mais ça peut être un déterminant d'apprentissage, ce qui est déjà extrêmement important. Okay. Donc après, il faut le tester, intégrer. Et la chance, comme disait Pierre-Loup au début, c'est que tous les trois, on est responsables pédagogiques dans le même IFMK. Et donc du coup, en toute transparence avec vous, il y a moyen que si on arrive à être productif dès septembre, ça sera un canevas qu'on utilise auprès de nos étudiants de premier cycle, à minima. Et si c'est pas dès septembre, ça sera un peu plus tard, le temps de faire un truc propre. Et juste, est-ce que tout le monde dans la salle sait ce que c'est une étude Delphi? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup peut-être que tu rappelles ce que c'est. Tu peux. En fait. Alors, une étude, tu vas en parler peut-être? Je parle beaucoup. Vas-y, t'as le micro. Mais je peux en faire. Ok, tu complètes. Ouais. Donc Delphi, en fait, c'est une étude pour obtenir un consensus. En gros, vous allez prendre un panel d'experts, un groupe, vous prenez une dizaine d'experts, et en gros, vous leur posez des questions ouvertes, ils vont émettre des idées, et vous allez en fait repasser ces idées-là pour voir à quel point ils sont d'accord ou pas d'accord avec l'idée. Et vous allez retenir, par exemple, en fonction de votre méthodologie, que les idées qui ont 75% d'accord dans l'ensemble de votre panel. Et à force de faire des tours de questionnaires comme ça, vous allez pouvoir stabiliser ce qui est retenu et ce qui est éliminé.
Tu te bats? Ouais, j'écoutais plus à la fin, mais ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Si même toi tu m'écoutes plus, voilà. J'étais concentré sur ce que je faisais après. Que je vais pas arriver à faire d'ailleurs. C'est pour ça que j'aurais pu. Tu vas appuyer sur un toucher, faut que tu le branches. En fait, Ouais, mais j'ai ni Mac ni PC, donc enfin ni Windows, donc. Il est branché sur le toucher. Oui, il était. vas-y, on verra après. Vas-y, on voit Une après. question du coup là sur la taxonomie, j'ai l'impression est-ce que ça n'existe pas déjà? Et du coup, si vous êtes arrivé là, c'est que peut-être pas. Et est-ce que vous craignez pas aussi, du coup, en créant encore une nouvelle, d'augmenter la complexité à ce qu'on échange avec les autres professionnels entre nous? Et du coup, déjà d'introduire cette différence de focale entre les effets et les moyens, est-ce que c'est déjà pas suffisant? Alors, sur l'existence d'autres taxonomies, j'en ai pas trouvé de satisfaisante. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. D'accord. Parce que, à titre personnel, c'est peut-être moi qui suis pas forcément trop à l'aise avec ça, c'est complètement possible. C'est complexe parce que je pense que ce type de travaux-là peut être répertorié avec des mots-clés très différents. Voilà. Et du coup, en cherchant des taxonomies, mais je pense qu'il y a un monde où, en fait, autrement, c'est très conceptuel. En fait, c'est un peu compliqué à mettre dans une case, ce type de réflexion-là. C'est possible que notre recherche n'était pas adaptée pour réussir à faire ressortir l'existence. C'est la première chose. Et après, sur l'augmentation de la complexité, c'est possible, mais j'ai des contre-arguments. La première, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré un peu la version développée des taxonomies. Et c'est la version développée fidèle. Je ne peux pas juste amuser à créer des sous-niveaux pour juste montrer à quel point c'est complexe. C'est vraiment exactement ce qu'on a obtenu en termes de sous-niveaux. Et si vous faites attention, même si là, ils ont du coup enlevé le PC, la taxonomie des effets était quand même moins complexe que celle des moyens qu'on avait projetés. Elle était un peu moins riche. Tout en sachant que celle des moyens, elle a quand même, si on prend tous les moyens, les modalités qu'on a, c'est un niveau de diversité qui est plus élevé que ce qu'on a projeté là. Par exemple, je ne sais plus quelle technique j'ai pas intégrée dans notamment tout ce qui est tirage manuel. Tu as un nombre de trucs si tu prends le mots entre Jones, entre contracté relâché, machin, tu as un éventail incroyable avec des subtilités qui des fois ne vont pas forcément retrouver les différents effets physiologiques. Voilà. Donc, même notre complexité qui était majorée par rapport aux effets des moyens est elle-même sous-estimée par rapport à la pratique réelle. Et l'autre question, l'autre chose que je veux réagir, j'ai oublié. Est-ce que le fait juste simplement de différencier le moyen et l'effet, c'est déjà pas suffisant? Est-ce que c'est pas déjà suffisant? C'est le point de départ pour moi de différencier les deux. Mais pour moi, c'est pas suffisant et je pense qu'avec tous les défauts que ça a, ça peut être intéressant, c'est très ouvert à la critique, de se calquer sur le modèle américain. Et du coup, juste pour ajouter encore un peu, c'est que tout changement a des coûts. Forcément, ça va coûter cognitivement d'évoluer, peut-être de changer les formations, etc. Mais si c'est pour amener à terme plus de simplicité, parce que c'est un peu l'objectif, simplicité dans l'enseignement, simplicité après dans les choix des traitements que tu peux mettre en place, peut-être que ces coûts, ils peuvent valoir le coup. N'est-ce pas? Et l'autre chose qui est importante, c'est de se dire que cette taxonomie existante actuelle entre thérapie manuelle, exercice et éducation, c'est globalement ce qu'on retrouve dans la littérature. C'est comme ça que sont comparés les traitements dans leur efficacité de manière générale dans la littérature. Et ça, c'est plutôt problématique parce que en fait, c'est très déjà différent et parfois t'as pas les mêmes effets pour un même moyen. Et du coup, elle est aussi nécessaire. Enfin, ça peut être nécessaire d'évoluer vers ça, juste pour que notre profession en termes scientifiques évolue. Tu vois, ça peut être un enjeu, quoi. Tu veux répondre à ça, Ça me faisait juste penser aussi à... Du coup, après, se pose une petite question identitaire au niveau de la profession, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se définir par nos moyens et pas par nos... Absolument, ouais. Et du coup... Je remercie, c'est ça que j'ai oublié, c'est que moi, mon hypothèse que j'ai, encore qu'une opinion, c'est qu'en fait, il y a une explication historique à ça. C'est que historiquement,
la technique, tout simplement. Donc en fait, c'est le poids de l'histoire, c'est le poids de la transition. Et alors là, franchement, comment dire, on met les hypothèses sur l'hypothèse, donc on va un petit peu loin, mais factuellement, si on veut avoir ce niveau prétendu d'ingénieur, bah en fait, il faut qu'on arrive à sortir de notre technique, simplement. C'est important, mais un ingénieur, c'est pas qu'un technicien. Effectivement, il faut avoir une licence, le technicien va être ingénieur, d'accord, mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, on définit, à mon sens, trop pas ça. Moi, je pense que j'adhère pleinement avec l'idée, c'est-à-dire clairement, la taxonomie, je pense que c'est très intéressant. Je trouve bien l'idée de travailler sur plutôt de partir sur les effets, ce genre de choses. Sur le moyen, par contre, c'est-à-dire une étude Delphi, j'ai des doutes sur la pertinence du moyen dans la mesure où c'est quand même arrivé régulièrement dans la littérature scientifique qu'on trouve des études Delphi de choses dépassées, par exemple, il arrive que des études Delphi sur les tests à employer pour faire le diagnostic des céphalées céphalogiques en kinésithérapie utilisent des tests qui ont été montrés comme non performants dans la littérature. Et du coup, ça me semblait plus pertinent dans la manière dont vous aviez proposé de chercher un petit peu les médiateurs qui avaient été retrouvés, ce genre de choses. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses dans un avenir plus ou moins lointain. Merci Anthony. Merci pour ce regard pointilleux. Et je partage en fait ton ressenti. L'idée, c'est qu'en fait, l'étude Delphi ne serait qu'une étape intermédiaire et n'aurait aucune finalité en soi. Mais je pense que dans la suite logique des choses, je trouve ça compliqué, je peux me tromper, hein, je trouve ça compliqué de justifier effectivement, parce que ça demandera un travail colossal, donc là, si on se fait l'étude Delphi, et que tout ce travail colossal s'appuie uniquement sur, cette expression, 3 connards qui ont fait une taxonomie comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que cette étude Delphi-là est une étape nécessaire mais pas suffisante. Pour la légitimité aussi, du projet, quoi. En toute transparence. Pourquoi pas utiliser société savantes, si le problème c'est la légitimité, plutôt qu'une Delphi. Ça pourrait se faire. Après, est-ce que le nombre de connards ouais. Et tout le monde sait que point par mois il y a plus, ça fonctionne. Mais en fait, ou alors on peut imaginer l'étude Delphi, mais avec des critères dans le panel particuliers et qui peut être en lien avec ce savant, en fait. Parce que les savantes, ça aussi, comment dire, il y a aussi de la politique interne à l'intérieur qui peut influencer les deux, et donc du coup, ça c'est limite. En fait, je pense qu'il faut vraiment utiliser les deux, et que là où je te rejoins, c'est que la vraie limite dans l'étude Delphi, c'est la constitution du panel. Et un tel travail, si jamais il arrive à aboutir, demande effectivement une rigueur importante dans la constitution du panel. Et même, on pourrait se dire, parce que moi, en toute transparence avec vous, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que c'est pas forcément un marché d'autres, qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a des pays où la kiné n'est pas cantonnée au niveau licence. Donc, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils conceptualisent ça? Je sais pas, j'ai pensé ma réponse. Anthony, tu pourras rejoindre notre équipe de connards, hein, si tu veux. Mais si c'est transparent, il y a pas de question. Si c'est transparent, je dirais qu'on a commencé à lister des noms effectivement potentiels pour être Delphi. D'accord. Donc, si tant est qu'il n'était pas dedans, on en rajoutera. Il était dedans. Je me permets de prendre la parole pour dire qu'il reste 10 minutes et de ne pas hésiter de lever la main pendant les questions pour que je puisse partager, je regarde le public. Pour continuer du coup sur la méthodologie, la Delphi peut être intéressante, mais du coup, généralement, souvent, c'est quand même recommandé qu'elle s'appuie sur un scoping au moins, sauf si le cadre conceptuel étudié est trop faible, voire inexistant, ou trop disparate. Dans ce cas-là, ça peut s'avérer être un bon point de départ. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait une sorte de scoping de la littérature pour construire votre modèle ici, ou pas encore, ou pas forcément, ou même au niveau des mots-clés, c'est compliqué? On a cherché beaucoup, quand même. Très compliqué au niveau des mots-clés. Très compliqué aussi parce que en fait l'enseignement aussi autour de tout ça est très différent en fonction des pays, donc c'est-à-dire que tu vas retrouver des manières de faire qui vont être aussi très différentes en fonction des endroits, donc c'est très difficile, c'est très hétérogène en fait. En fait, on peut trouver de la data sur les mappings qu'on fait, ça on trouve des soucis, mais en fait c'est tellement conceptuel, nous les premiers en fait on a du mal à savoir en fait, où est-ce qu'on se situe concrètement.
Voilà. Parce que, comme je disais, la taxonomie, on peut l'utiliser, on l'utilise, mais en fait, derrière, comment est-ce qu'on nomme ça et on ne trouve pas grand-chose autour de cette notion-là. Donc c'est, encore une fois, est-ce que c'est nous qui n'avons pas les bons mots-clés? C'est possible. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas assez de connaissances sur peut-être les trucs autour de ces concepts-là, peut-être les mots qu'on n'a pas? C'est possible. C'est ça. S'il y en a qui ça fait sens, qu'ils arrivent à